Si j'essaye de trouver un fil rouge à l'ensemble de mes recherches, je pense que je peux dire que ce qui finalement lie d'une manière ou d'une autre mes démarches autour du corps, de l'espace et des nouvelles recherches que j'ai commencées aujourd'hui, dont je vais reparler tout de suite, sur ces complexes nostalgiques en particulier. Je crois que ce qui lie tout ça, c'est vraiment ma préoccupation pour le sensible, au sens très très large du terme, c'est-à-dire tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous conduit à être en lien, en communication, en impression et en expression avec le milieu environnant. Et c'est bien sûr ce qui m'a très très intéressée dans les différents types de pratiques rituelles auxquelles j'ai pu participer et qui m'a conduite finalement à proposer à un moment donné, lorsque nous avons organisé en 2015 un colloque de la SISR à Louvain-la-Neuve sur la question de éprouver le religieux, ce qui m'a conduit à proposer une expérience de type rite-action à l'intérieur du musée de Louvain, qui à l'époque n'était pas encore dans son magnifique bâtiment d'aujourd'hui, dans une grande salle où nous avions installé un dispositif relativement simple. À la fois, chacun des membres du laboratoire avait amené des objets qu'il pensait être ou qu'il avait ramené comme tels de son terrain, des objets qui avaient été utilisés lors de rites ou des objets rituels au sens large du terme. Et puis, nous avions mis une possibilité de projection de toute une série d'images de nos terrains aussi, qui permettaient de donner un cadre ou tout au moins une ambiance à cette grande salle muséale. Une série d'enregistrements sonores aussi qui pouvaient être utilisés, des instruments qui pouvaient être pris et sur lesquels il était possible de jouer ou avec lesquels il était possible de chanter. Et donc, un dispositif que nous avons filmé avec des chercheurs du laboratoire d'anthropologie prospective pour pousser les collègues qui travaillent sur le religieux et des sociologues de la religion qui étaient présents à Louvain-la-Neuve à ce moment-là en grand nombre, à expérimenter par eux-mêmes le déroulement d'un rite dans une perspective vraiment d'un rite-action, c'est-à-dire, encore une fois, poser des actes, énoncer des paroles, poser des gestes particuliers qui permettent la création de ce rite. Et pour démarrer ce colloque, le laboratoire et ses chercheurs se sont vraiment investis dans cette expérience, c'est-à-dire que nous avions rassemblé une série de pierres, plutôt des pierres bleues qu'on peut trouver en Belgique, majoritairement, avec lesquelles nous avions décidé qu'on allait essayer de construire quelque chose. Alors après réflexion sur place et le fait que chacun dise ce dans quoi il voulait s'investir, donc qu'est-ce qu'il était prêt à faire dans un rite, nous avons décidé de projeter l'image d'un terrain, une photo d'un terrain d'un des chercheurs de Thibaut Fontanari, qui a travaillé au nord du Pakistan chez des Ismaéliens et qui avait une magnifique photo d'un chemin, d'une route qui arrivait au village de la vallée de l'Aouza, à Chimchal, au village, à la petite ville où il travaillait. Et avec les pierres qui étaient à l'intérieur de la salle, nous avons poursuivi ce chemin à l'intérieur de la salle.
mais chacun déposant sa pierre, soit en énonçant quelque chose, un souhait, un vœu, une intercession, ou simplement en ne disant rien, mais en acceptant de déposer cette pierre et de se positionner derrière cette pierre pour doubler d'une certaine manière le chemin de Pierre par un chemin de chercheur du laboratoire. Et ça a été une expérience très très intéressante parce que chacun s'est investi vraiment, c'est-à-dire ne faisait pas semblant, chacun est rentré très très vite dans cette logique rituelle et tout de suite, et c'est ça qui est absolument fantastique dans les expériences de rite action, c'est que tout de suite, il y a un espace-temps particulier qui se crée et qui permet, à un moment donné, une production de sens commun à l'intérieur de cet espace-temps particulier, même si au départ, les intentions peuvent être différentes. Hein, ce dispositif qui a été beaucoup travaillé par Michael Haussmann et ceux qui l'entourent est quand même un dispositif extrêmement efficace et assez performatif qui nous a donné en tout cas la possibilité de produire du matériel ethnographique in situ durant un colloque avec l'idée de très bien, on travaille sur éprouver le religieux, alors faisons l'effort de l'éprouver vraiment à notre manière. Nous passons notre temps à entrer dans, ou tenter d'entrer dans l'éprouver de l'autre avec lequel nous travaillons pour comprendre comment les choses s'articulent pour lui. Essayons l'expérience pour nous-mêmes, c'était ça l'idée. Et ça a très très bien fonctionné. Chacun vraiment occupant une position et un rôle particulier au moment même de cette mise en acte commune, qui a été finalement assez fédératrice aussi pour les chercheurs du laboratoire. C'est une des grandes expériences que nous avons pu faire ensemble. Donc cette question de l'éprouver, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, à la fois bien sûr à partir des sensations et des perceptions, mais aussi parce qu'il me semble qu'elle appartient en plein à l'univers de l'ethnographe. C'est-à-dire que bien sûr nous regardons, bien sûr nous écoutons, mais nous sentons, nous goûtons, nous touchons, tous nos sens sont en alerte dès que nous entrons dans un terrain ou sur un terrain, ou dès que nous entrons en relation, plus précisément, puisque le terrain est toujours relationnel, bien sûr, ce n'est pas une question géographique, c'est une question éminemment relationnelle. Dès que nous entrons en relation avec ces autres qui sont nos interlocuteurs de terrain et nos compagnons de terrain, ou nos amis de terrain, ou nos familles de terrain, il s'agit bien de tenter d'éprouver avec eux. Je ne suis pas en train de dire que nous devenons l'autre. Hein. Bien évidemment, ce serait totalement illusoire de penser qu'avec nos corps enculturés d'une manière particulière, nous allons réussir cette gageure incroyable de devenir un autre. Hein, nous savons tous que nous devenons de plus en plus nous-mêmes en vieillissant avec les années qui passent. Il n'y a rien de vraiment neuf, simplement nous révélons de plus en plus aux autres et à nous-mêmes. C'est pour moi c'est clair cette question. On n'est jamais que de passage un temps très très court sur cette planète et pendant ce passage, d'une manière ou d'une autre, nous construisons plus ou moins un chemin, nous suivons un parcours, nous prenons différentes directions qui font que peu à peu nous nous révélons de plus en plus dans ce que nous sommes probablement le plus fondamentalement. Et donc nous ne devenons pas autres, mais pour moi, un des très bons moyens d'entrer dans la logique du sens de l'autre, c'est de tenter d'éprouver ce qu'il peut éprouver à sa manière et d'avoir la possibilité par la suite d'en parler avec lui.
Et j'ai eu la grande chance de pouvoir faire ça lors de mon expérience d'initiation de Barksy avec Kouat, qui, bien sûr, de manière régulière, rentrait ou entrait en transe. Et j'ai pu moi-même expérimenter la transe à plusieurs reprises. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous partagions les mêmes transes? Il est bien sûr que non. Par contre, le fait d'avoir accepté d'expérimenter cette transe m'a permis de pouvoir en parler avec lui et donc produire toute une série de données autres, que parfois d'ailleurs il m'a demandé de ne pas dire ou de ne pas relayer, ce que j'ai systématiquement fait bien sûr. Mais ça m'a permis aussi d'avoir une autre posture dans le groupe même qui m'avait plus ou moins désigné comme leur Barksy au moins transitoire. Et donc d'accumuler une série de données ethnographiques que je n'aurais jamais pu avoir auparavant. Et petit à petit aussi, encore une fois, de m'approcher de mondes sensibles profondément enculturés qui sont tout à fait fascinants et qui, une fois de plus, nous renvoient à cette posture d'entre-deux qui me semble extrêmement caractéristique de la posture de l'ethnographe. Je parle d'ethnographie et pas d'anthropologie parce qu'il me semble que nous abusons beaucoup de cette dénomination d'anthropologue pour nous définir. Moi, je me sens vraiment une ethnographe. Est-ce que je suis une anthropologue au sens d'une production, d'une théorie particulière? Je ne crois pas. Je n'ai pas cette prétention-là et peut-être même pas cet intérêt-là. Par contre, l'ethnographie me passionne. Elle me permet de comprendre de manière fine et très en profondeur ce que peut être un être au monde autre que le mien et qui est à chaque fois remarquable, fascinant, qui m'ouvre à des facettes de l'humain de manière très très diversifiée et qui m'a, je pense, permis à de nombreuses reprises de pouvoir entrer vraiment en communication au sens global du terme, c'est-à-dire d'une communication, encore une fois, qui met tout le monde, enfin toutes nos expériences sensibles ensemble, de pouvoir vraiment entrer en communication profonde avec mes interlocuteurs. Bon, je suis peut-être en train de me leurrer moi-même, mais j'en suis pas tout à fait sûre parce que j'ai aussi beaucoup pratiqué ce qu'on appelle la restitution, mais dans le sens plutôt d'une discussion sur ce que je pensais avoir compris de ce que ces personnes étaient en train de vivre pour tenter de savoir si oui ou non j'avais bien compris. Et dans la plupart des cas, les réponses qui m'étaient données me permettaient de comprendre qu'en effet, j'étais quand même bien au cœur du problème ou de leur question ou du sujet. Je ne pouvais pas faire fi de ma présence corporelle. Et donc à partir du moment où j'ai bien accepté que je ne pouvais pas faire fi de ça, immédiatement, je me suis de plus en plus intéressée à cette superposition du sensible, à ces esthésies qui étaient produites bien évidemment culturellement. Enfin, il est clair que quand mes amis kazakhs adorent sucer des intestins de mouton parce que ça leur rappelle leur petite enfance, et que moi je leur parle de ma fondue suisse, on ne parle pas tout à fait des mêmes choses. Mais ce qui nous lie, ce sont ces madeleines de Proust réciproques qui nous permettent de savoir que nous avons, à un moment donné de nos vies respectives, éprouvé du même. Et c'est à partir de ces univers extraordinaires de l'éprouver que
peu à peu, me semble-t-il, le travail de s'apprivoiser avance, se met en place, permet finalement de se sentir profondément chez soi ailleurs. J'ai toujours eu, dès le début, ce sentiment en arrivant, même la première fois au Kazakhstan, sur le tarmac. Je me souviens, sur le tarmac d'Alma-Ata à l'époque, en descendant de l'avion, j'ai eu un sentiment profond de rentrer à la maison. C'était quelque chose de tout à fait étrange. C'est-à-dire que ce monde m'était, d'une certaine manière, d'un point de vue sensible, déjà proche. Et bien sûr, j'ai grandi au pied des Alpes, donc les montagnes qui sont juste... Alma-Ata est au pied de la montagne, donc les montagnes qui sont juste présentes de manière très très intense quand on débarque de l'avion à Alma-Ata, m'étaient totalement familières. Enfin, je pense que ce facteur a joué beaucoup. Mais plus que ça, il y avait des odeurs, toute une série de gestes aussi qui ne m'étaient pas si inconnus que ça. Alors c'est une question qui amuse beaucoup mes amis kazakhs parce que dans ces différentes expéditions que j'ai faites ces derniers temps, il y avait des généticiens. Et il se trouve que une des collègues généticiennes a absolument voulu faire mon génotype en me disant « Non, mais on est en train de faire ça, ça pourrait être intéressant. » Donc j'ai accepté de faire ça. Et les résultats sont assez étonnants parce qu'ils montrent que je serais effectivement issue d'Asie centrale, ce qui est une chose qui a beaucoup amusé tout le monde et qui les a confortés aussi tous autant qu'ils sont dans « tu vois bien que tu es revenu chez toi ». Alors c'est intéressant, je veux dire, ça, enfin, bien évidemment, il n'y a pas de conclusion à tirer de ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'ordre du sensible, il y a là, malgré moi, des liens qui se sont construits et qui sont réinterprétés localement avec évidemment toute une série de faits qui peuvent étayer leur idée que je suis bien de là. Hein. C'est quand Otanche m'a donné une position de sœur cadette dans la yourte, à ceux qui ne me connaissaient pas et qui passaient dans la yourte, donc aux visiteurs de passage, il racontait toujours la même histoire. Il disait c'est ma sœur cadette, mais quand elle était petite, elle est partie vivre à l'étranger, c'est pour ça qu'elle a un accent un peu particulier, mais elle est enfin rentrée à la maison. Et donc cette idée d'être rentrée à la maison, c'est très très intéressant parce que c'était mon premier sentiment en arrivant sur ce tarmac à Alma-Ata et qui a été relayé, que je n'ai jamais raconté à mes interlocuteurs, hein, vraiment, mais qui a été relayé par eux en permanence. Donc je pense effectivement que nous n'arrivons sans doute pas totalement par hasard quelque part. Nous arrivons sur un terrain ethnographique parce que, et donc à construire des relations étroites avec des personnes, parce que tout ce que nous sommes nous conduit là d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et que effectivement, voilà, mon chemin a croisé leur chemin à un moment donné de ma vie et continue à le croiser encore. Je suis retournée il n'y a pas si longtemps, je pense 3 ou 4 ans, avec ma fille qui elle, n'y était plus retournée depuis qu'elle était toute petite. Et la manière dont ils l'ont accueillie était simplement inscrite dans une logique de transmission. C'était tout à fait fascinant, avec des discours très solennels qui, en gros, disaient nous nous connaissons depuis 30 ans avec ta mère. Maintenant que ce lien est établi, c'est à vous, la deuxième génération, les jeunes, donc nos enfants et ton frère et toi, à prendre le relais de ce lien qui s'est construit.
Hein, donc vraiment dans une logique cyclique qui est typiquement locale il n'y a pas, il y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de rupture, mais il y a là de la transmission qui doit s'instaurer d'une manière ou d'une autre. Et donc, encore une fois, des perspectives, quand on commence à interroger toutes ces données et à les croiser d'un point de vue, encore une fois, du sensible, qui me paraissent tout à fait fascinantes à développer. Et c'est sur ce chemin d'une anthropologie de monde sensible que je me suis engagée maintenant depuis plusieurs années.